Et forcément un peu de peur avant de partir sur un tel projet. Je m'attends à quelque chose de dur, à quelque chose de long, quelque chose d'éprouvant. C'est l'aboutissement, c'est un truc que j'ai rêvé toujours de faire, un tour du monde en solitaire et avec un petit esprit pionnier. Pour moi, les pionniers, c'est Tabarly, je sais pas, les premiers Vendée Globe, Loïc Perron. Pour moi, c'est Olivier de Carsozon, Peter Blake, Francis Joyon, et puis maintenant, c'est moi. Le tour du monde en solitaire, c'est le Graal de la course au large. Brest est sous le feu des projecteurs en ce début d'année. La ville du bout du monde est le théâtre d'un événement sans précédent. Des trimarans aux dimensions démesurées patientent quai du commandant Malbert. Dans quelques jours, les oiseaux de carbone s'envoleront faire un tour du monde inédit. Ils sont 6 à prendre le départ de cette course. Parmi eux, Éric Perron et Anthony Marchand qui naviguent sur les plus petits des plus grands trimarans du monde. Le challenge défie la raison et intrigue la planète voile. J'essaye un peu de me mettre des œillères à tout ça, de répondre aux questions, aux sollicitations, mais il faut toujours se préserver un petit peu parce que tout prend beaucoup de temps, la famille, les amis, les partenaires, la préparation du bateau, et voilà, et c'est bien de prendre un petit peu de temps pour soi avant de partir 50 jours comme des furies autour du monde. C'est un tout petit monde qui espère mener des géants le plus vite possible autour de la planète. Si certains skippers de la classe ultime s'y préparent depuis des années, Éric, lui, a paraphé son engagement il y a tout juste quelques mois. Ces derniers temps, il a plus couru après sponsors et budget que sur son bateau, le plus ancien de la flotte et le seul qui ne volera pas. Alors être au milieu de ces grands noms de la course au large est une victoire en soi. Un peu stressé, pas tout à fait encore la tête dans la course. Je pense que j'arriverai à savourer ce moment seulement plus tard, peut-être 24 heures après le départ, quelque chose comme ça. Et ça risque d'être un peu angoissant jusque-là. On le dit souvent à la télé, par ordre d'apparition à l'image. Éric Perron, de gauche à droite, Thomas Coville. C'est une course parce qu'on part ensemble, mais je pense que très vite, en fait, on va se retrouver tous un peu seuls avec notre machine. Je crois que la course ne va pas se faire comme une regate où on regarde l'autre et on se positionne par rapport à l'autre, mais plus une vraie gestion de chacun de son bateau et d'essayer d'aller au mieux comme on peut. Peu importe le temps que ça prendra, et il faut finir, c'est tout. Et quel que soit le résultat, je serai content. C'est pas des journées très agréables en fait, les jours de départ. Toujours une atmosphère un peu bizarre, particulière, où on voit que tous les regards sont tournés un peu vers nous. C'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte que ce qu'on va faire, c'est pas quelque chose d'anodin. Mais je pense pas avoir eu de peur. C'était l'inconnu. On est un peu partagé, tiraillé entre deux émotions. L'émotion de se dire, en fait, on n'est pas sûr de revenir. C'est pas juste partir faire un tour du monde. Pour moi, c'est aussi un décollage de carrière, probablement. Toute ma vie de voileux, je l'ai orienté pour faire quelque chose de comme ça, un jour. Donc là, en fait, je suis en train de le réaliser. C'est en gros une petite mort en soi, en fait. Donc c'est dur. C'est déjà une victoire, vous nous l'avez dit, d'être ici aujourd'hui. Hein. Oui. On vous souhaite bon vent, Éric. Merci beaucoup.
Charles Caudrelier, Armel Lecléache ou Thomas Coville portent l'étiquette de favori. Sans être le plus connu ou le plus capé, Anthony Marchand a glané ses galons pour être parmi ces happy few. Fraîchement promu skipper de l'ancien trimaran de François Gabard, l'homme a conscience du mythe qui se dresse face à lui. On va dire qu'on part faire une course extraordinaire, mais elle sera extraordinaire quand on l'aura terminée. Et voilà, tant qu'on n'a pas coupé la ligne d'arrivée, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand Anthony m'en parle en 2021, il me parle qu'un bateau est disponible. Moi, à cette époque-là, j'avais même pas imaginé que c'était possible. Mais en fait, ça m'a fait tilt. Je pouvais pas rater ce moment-là historique de faire partie de ces premiers gars qui vont faire ça en course, en multicoque. Une fois que j'avais mis le doigt dedans, je pouvais pas rater ça. Je suis en train de regarder un peu la météo, les derniers fichiers aussi que le routeur nous a envoyés, les derniers routages, de quitter un peu les émotions du ponton. Ce rêve de course planétaire, la ville du bout du monde l'espère depuis une vingtaine d'années. Porte ouverte sur le large depuis toujours, Brest légitime ainsi son appétence pour les saveurs du large, et ce galop d'essai pourrait pulvériser tous les standards de l'aventure maritime. Ça y est, on est parti! Exclusifs et intimistes, Anthony et Eric vont nous permettre d'embarquer à leur côté durant ce tour du monde. En se filmant quotidiennement, ils vont nous partager les émotions vécues à bord de ces machines extraordinaires. À ce jour, ces trimarans sont les multicoques de course les plus rapides au monde, capables d'atteindre les 80 km/h. Des chiffres vertigineux sur un plan d'eau. Les spécialistes s'accordent sur une quarantaine de jours pour boucler la boucle. Une paille au regard des 125 jours d'Olivier de Kersauzon en 1989, lors du premier tour du monde en solitaire. Par la suite, Brest tournera un peu le dos aux solistes pour devenir le port des records au tour du monde en équipage. Maritimement parlant, il se passe toujours plein de choses ici. Ça a commencé avec des records. Les marins ont commencé à partir autour du monde. Il y a eu Alain Collat, il y a eu Philippe Monet, il y a eu forcément Olivier de Kersauzon, qui est le marin fétiche, le marin adoré des Brestois. Brest a connu une grande histoire maritime avec ses records en solitaire, sur des multicoques, le trophée Jules Verne aussi. Mais bien avant ça, il y avait aussi les premières courses des maxi trimarans. On a eu des régates ici avec des bateaux comme Royal, et c'était dans la rade de Brest. Et ça a commencé à Brest. Donc oui, Brest a toujours aimé faire les choses de manière un peu différente. Pendant quelques temps, on avait l'impression que Brest était peut-être un petit peu endormi. Mais là, ça y est, Brest renoue avec son patrimoine et son histoire maritime. Voilà. Il n'y a pas de vent. Encalminé. Cesser d'avancer par manque de vent, d'après la définition du dictionnaire. Et c'est le cas pour Eric, seulement quelques jours après le départ. C'est agréable, mais ça avance pas beaucoup. Là, on avait fait un petit retour sympa, on pensait faire un bon truc. Et malheureusement, on va prendre, je pense, 600 000 dans la journée. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Quand on regarde les vitesses des autres, tu te dis merde, on joue 40 pas dans la même catégorie. Mais bon, c'est comme ça. Le train des favoris est déjà parti. Ils sont loin et il ne les reverra plus. Loin d'être une surprise, il va falloir puiser au fond de soi. Si l'on savait le challenge sportif, il est aussi mental.
Une trentaine de mètres de long, la même chose en tirant d'air et tout juste quelques mètres carrés pour affronter 2 mois de solitude. Voilà la vie à bord, voilà mon cockpit. Et voilà ma petite cuisine. Bon, il va falloir que je range ma chambre. Hein. Voilà où on va vivre pendant un peu moins de 50 jours. Donc on part sur un bateau qui fait 32 mètres, 23 mètres de large. C'est pas confort, on est un peu bousculé entre le froid, l'humidité, le vent, le bruit, l'engagement qu'il faut mettre pour surveiller tout le temps, pour pas que le petit grain de sable vraiment se mette là où il faut pas. Collision, 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 collision. Là, c'est l'alarme de la collision qui arrive. Il y a un bateau juste sous le vent. Je vais aller fermer ça. Collision, collision, collision. On croise encore quelques cargos, notamment un dans quelques minutes. Du coup, on va sûrement l'appeler à la VHF. Okay, Roger, understand. So I changed my course a little bit. Very nice, thank you. Bye, have a good trip. Forcément, la descente de l'Atlantique, route très fréquentée, recèle de nombreux pièges. Ajoutez à cela l'instabilité météo, hommes et machines sont mis à mal dès la première semaine. Petit atelier bricolage après le radar qui s'arrache du mât. Et l'idée, ça va être de voir si le radar fonctionne toujours. Le radar à bord d'un bateau, c'est un peu un équipier en plus, qui permet de surveiller devant, un peu partout, des bateaux de pêche, des chalutiers, des gros grains aussi. Et donc s'il commence à être défectueux ou si tu le perds et qu'il ne fonctionne plus, bah, c'est un équipier de moins et tu sais que tu es un peu plus en danger. Donc on va dire que c'est un appareil qui est vraiment indispensable pour nous. Du coup, le choix qui a été fait, là, c'est de le poser sur l'Arthur. Soit je le mets sur l'Arthur, sinon l'autre possibilité, c'est que je fais un petit socle, je coupe des équerres, je remporte le truc, et puis je le mets fixe à tribord. C'est hyper exposé au virement. Par contre, c'est hyper exposé au virement. Virement, panache, là, tu démolis le truc. Voilà, de ce que je vois, c'est que le plus simple, c'est l'Arthur. Hello, le radar est boulonné. J'ai percé l'Arthur. 2 vis qui le tiennent. Ça bouge plus. Les connectiques, j'ai mis dans une bouteille de coca. Je vais bourriner de silica, étanchéifier le tout. Le radar dans sa nouvelle position. Là-haut, c'est protégé. Le radar remarche. Le poteau noir est bien souvent un juge de paix. Et cette année, il s'avère particulièrement sélectif. Voilà l'entrée du poteau noir. Les petits grains derrière là-bas. Quelques-uns. Pour l'instant, on n'a pas trop été impacté, mais on a moins de vent que prévu que sur les fichiers. Ça, c'est agaçant. Mais ça peut donner des changements de vent, de force de vent et de direction de vent intense. Donc on surveille tout ça avec des images satellites. L'équipe de routage surveille tout ça. Donc ça, c'est top. Le poteau noir, ça va rentrer à partir de dimanche soir. Il a déroulé le J0. Très bien. La cellule routage, c'est le PC Performance, le centre névralgique de l'équipe d'Actual. Pendant toute la durée du Tour du Monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 2 membres de l'équipe à terre vivent au rythme du marin. L'idée est d'assurer une veille H24 pour Anto, c'est qu'à n'importe quel moment, Anto peut appeler, envoyer un message, poser une question, et il aura quelqu'un qui lui répondra. Et routeur, c'est un métier complet. Hein. Il faut un endroit qui sert de bureau, il faut une bonne connexion, et puis il faut aussi de quoi vivre au quotidien, parce qu'on se fait à manger, on dort, on se lave. C'est le quotidien, comme si on était embarqué à bord d'un bateau. En fait, c'est un espèce de bateau immobile.
Tu as toute une phase où tu es reaching tout droit, donc là, ça réduit, tu gagnes 200 000 en 24 heures. Quoi. Quand tu vois, je sais pas, 10-11 nœuds, il dit j'y viens, et tu vois des rafales 15 nœuds, putain, t'es en cacahuète, quoi. Tu te prends des coups de jet, c'est vraiment pas grave. Le problème, c'est que ça ouvre pas du tout, quoi. C'est tout ce qui n'est pas dit qui est intéressant, c'est le ton, la décontraction. Je vois pas grand monde qui puisse avoir une humeur stable. Il y a forcément des ups, des downs. Donc c'est vraiment important de pouvoir s'appeler comme ça pour bien comprendre dans quel état d'esprit est Anto. Je comprends en partie ce qu'il vit à bord du bateau, là, mais on oublie vite à quel point ces bateaux sont quand même violents, ils vont hyper vite. Et donc pour ça, c'est bien à chaque fois d'aller se faire des petites naves de nuit auprès, dans de la baston en hiver, pour se rappeler à quel point quand même ça peut être inconfortable et difficile de naviguer sur ces bateaux. Et à quel point c'est facile d'être derrière son ordinateur. Ça va être l'heure d'aller se coucher. Ouais, ça va être bon. Hein. Bon allez, je te laisse. Ciao. Bonne sieste. Yes, à tout à l'heure. Et du coup, il est pas mal ce canapé. Hop, un petit téloche. Je vais reprendre ma série. La nuit, il se passe pas grand-chose, en fait, parce que souvent, Anto, il dort. Il a bien raison. Et comme il faut quand même qu'on reste en veille pendant que Anto dort, c'est la soirée pour nous aussi. Hein, on se fait des petites séries. La course au large en solitaire, il y a une personne seule à bord du bateau, mais c'est un vrai sport d'équipe. Les conseils ont porté leurs fruits. Anthony va réussir à passer entre les gouttes et s'extraire de cette zone piégeuse. Ça y est, on passe à l'hémisphère sud. Après 10 jours de course, Eric franchit à son tour l'équateur, 3 jours après les premiers. Ça sent bon. Attention! Top franchissement! C'est un cap symbolique et important. Il y a beaucoup de choses qui changent à l'hémisphère sud, le vent, l'eau, les courants, etc. Voilà. Donc c'est aussi la porte d'entrée vers l'Atlantique Sud et l'Indien après, donc le début de la grande aventure. Une aventure ou un périple, c'est selon. Eric navigue sur l'ancien bateau d'Olivier de Kersauzon, sans véritable foil et depuis 2 mois seulement. Rien d'étonnant donc à le voir en dernière position. Je dirais qu'il y a eu 2 courses dans la course. Quand au départ, on part avec des conditions plutôt clémentes et que les compteurs s'affolent, j'arrive à tenir à peu près une distance raisonnable au premier, je me dis chouette quoi. Puis après, très vite, il y a un phénomène météo qui fait que les premiers bateaux partent devant, augmentent sans arrêt leur avance, et moi je me retrouve encalminé. Et ça, effectivement, ça a été un peu un rappel à l'ordre en fait. N'oublie pas que les autres bateaux vont 30% plus vite, donc contente-toi de finir ton job quoi. Et ce sera d'être à l'arrivée. Alors chacun fait la course qu'il peut avec les moyens qu'il a. Alors là, ça déboule. Hein. Là, je suis à 34 nœuds. Là. Une certitude pour tous, cependant, la descente de l'Atlantique Sud doit servir de tremplin pour se projeter autour de l'Antarctique. On sent quand même la petite odeur qu'on est un peu tout seul dans ce coin-là. J'avais imaginé plus jeune, à mes débuts en voile, pouvoir naviguer en ultime, des contrées un peu perdues de la planète. C'est quand même génial. Ça, des vitesses de 30 nœuds, facilement. Ça change des 4 nœuds ou des 3 nœuds 5, les 4 nœuds de l'optimiste. Anthony Marchand s'est fait tout seul. Pas de livre de moitessier dans la bibliothèque familiale, pas de virée au Glénan l'été venu. C'est une banale inscription au centre nautique de Plérin qui lance son histoire. J'ai commencé la voile à 8-9 ans et tout de suite ça m'a plu. Je me suis rendu compte que d'être tout seul dans une petite coque de noix
Bon, ça paraissait grand, hein, déjà, à cette époque. À 8 ans d'optimisme, ça paraît énorme. Voilà, il y avait la sensation de réussir quelque chose, de pouvoir aller là où tu veux. J'imaginais une liberté, je voyais ça dans l'optimiste, dans la voile, une liberté qui m'a plu. À l'inverse d'Anthony, Éric Perron a lui grandi dans un univers humide et salé. Et dans ce monde où tout bouge tout le temps, il a su louvoyer pour atteindre son but, naviguer au large. Je suis né à Quimper, j'habite à l'époque pas loin du bord de mer, donc c'était un peu logique que je m'intéresse au sport nautique, on va dire. Et puis en plus de ça, mes parents se sont rencontrés lors d'une régate, donc eux-mêmes étaient un peu avaient déjà un pied dedans dans la voile légère et les régates. Moi, après, j'ai tranquillement passé vers la course large parce que j'avais un peu marre de tourner autour des bouées et je voulais voir au-delà de l'horizon. Voilà dans les 40e rugissants. Coucher de soleil dans les 40e rugissants. Vous allez voir, c'est sympa quand même. Des années plus tard, les routes de ces deux skippers se rejoignent sur l'Arkea Ultime Challenge. Et plus encore, dans ces lieux hostiles et casse-bateau. 5h30 du matin, voilà, il fait déjà jour. On venait d'empanner depuis 2 heures vers le sud pour aller chercher le front froid avec lequel j'accélérais bien depuis quelques jours. Et malheureusement, mon safran au vent a twisté sur lui-même et a cassé le secteur de barre. Et fortement tapé quelque chose de très dur, métallique je pense. Du coup, je vais empanner et on va faire route vers Cape Town. Donc on fait route vers Cape Town, ça a été une décision qui n'était pas facile à prendre. Le moment de prendre la décision et d'aller à Cape Town, c'est vrai que c'est un moment qui est pas simple parce que j'avais déjà passé le cap de Bonne-Espérance. Mais bon, voilà, on sait qu'il faut se débarrasser, se délester de ce poids qui était le foil bâbord abîmé à ce moment-là. Et puis il n'y a pas le choix, donc ça sert à rien de ressasser. La déception, c'est à l'arrivée. Il faut l'avoir, c'est pas pendant la course. Je sais tout de suite que c'est irréparable. Pour moi, je me pose quand même la question, est-ce que ça gênerait vraiment ma progression tout autour du monde? J'ai assez vite tranché, hein, même pas 5 minutes, je dis bon allez non, c'est une connerie, on a le droit de s'arrêter, Cape Town n'est pas loin, bon, il n'y a pas le choix. En Afrique du Sud, l'équipe technique d'Actual retrouve Tom Laperche. Le skipper présent en tête de flotte est le premier à jeter l'éponge. Cape Town, synonyme d'abandon pour les uns, Cape Town, synonyme d'espoir pour les autres. Tiens, il est là. 6 nœuds 2. Il y a un vol d'oiseau, il est à 15 000 du port, quoi. Donc on attend, on est prêt. On va arriver, on va accueillir Anthony, on va le mettre dans une chambre d'hôtel pour qu'il dorme. Et ensuite, on s'occupe du bateau. Et puis quand Anthony sortira d'une bonne nuit récupératrice, il aura un bateau nickel pour pouvoir repartir. Normalement, demain, à peu près même heure, on est prêt à repartir. Je suis remonté à bloc, j'ai hâte de repartir et voilà, il reste encore plein de choses à faire. On peut le voir que chacun a son petit lot de chagrin sur la carto et voilà, et le but là, ça va être d'arriver à Brest. Ouais. Quelques heures plus tard, c'est au tour d'Éric de pointer ses étraves en Afrique du Sud pour une escale technique. Le règlement de l'Arkea Ultime Challenge l'autorise, à condition de rester au moins 24 heures à quai. Au Cap, une course contre la montre s'engage pour les équipes. H24, c'est parti. Alors, du coup, on a 24 heures pour réparer le safran. Il faut attendre la pièce qu'on a fait faire. Donc, on a reproduit exactement la pièce à l'identique, enfin un peu plus costaud d'ailleurs. Elle arrive par avion ce soir. On récupère Loïc qui arrive dans 2h30. Mais ça, tant qu'on l'a pas, on peut rien faire. Déjà, on peut commencer à s'attaquer à démonter le foil. Ouais. Tu vois, il me manque l'épaisseur de la plaque. En mer, il y a toujours quelque chose qui se passe.
Il y a toujours une alarme qui sonne, il y a toujours une voile à régler. Et là, il y a tout qui s'arrête un petit peu. Alors on sent qu'on est encore dans le feu de l'action. On voit toute l'équipe qui s'affaire à remettre le bateau en marche. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'activités. Mais en même temps, il y a une sorte de calme, pour moi en tout cas, qui se met en place. Et je dirais pas que c'est spécialement agréable. C'est plutôt assez déroutant. Et il faut pas s'y habituer à ce calme-là. Tu as vite envie de repartir en mode action, se remettre dans la bulle large, offshore, solitaire, course. Inexorablement, le temps s'égrène. Si pour le team actuel, les opérations concernant le foil cassé avancent grandement, pour Eric, la pièce manquante est en cours d'acheminement. C'est Loïc Lemignon, le responsable technique du team, qui s'assure de la livraison express. On a réagi en 30 heures à peu près entre la fabrication de la pièce et puis qu'on est non-stop. On n'est pas venu là pour qu'il y ait des perles, donc du coup on va rester à bord le plus longtemps possible pour remettre le bateau en état le plus longtemps possible pour que Eric puisse se reposer le maximum aussi et puis après nous on repart quoi. Le moteur à grand voile à fallait. Manuel il voudrait une position. Il est là-bas, Manuel. On voit le flash. Oh. Pas question de s'engager dans les mers du Sud avec des bêtes blessées. Au Cap, il y a du monde dans le bourg, le défi logistique relevé, chaque team travaille d'arrache-pied pour permettre à son skipper de reprendre la mer le plus vite possible. Tout le monde est sur son petit chantier. Il y a un foil en train de sortir, secteur de barre en train de se réparer. Il y a des vérins de pilote en train, avec 2 vieux, on va faire un 9. Voilà, tout le monde bosse. C'est un trimaran volant sur une patte dorénavant qui va reprendre la mer. Les appendices endommagés ont été déposés à terre. Les autres petits bobos ne sont plus que de lointains souvenirs. C'est un peu une opération commando. On va repartir dans quelques heures et c'est une bonne chose. L'équipe a fait un super boulot hier, cette nuit et ce matin. C'est beau de voir un peu l'engouement et toute l'énergie que l'équipe a pu mettre autour du bateau. Et ça met du beau au cœur et ça remotive à fond pour repartir et pour la suite. Ouais, on peut larguer les gars. Ok. Faut pousser plus derrière. C'est un bateau sain mais avec un handicap qui repart avec un océan de retard sur les premiers. En fait, c'est pas le fait d'avoir perdu du temps qui enlève un petit peu ce rêve de podium. C'est pas le fait d'avoir perdu une semaine pour faire un détour à Capton et faire une escale. C'est plus le fait de repartir sans foil bâbord. Parce qu'on sait que ça va moins vite sans foil. Les mouvements du bateau, on sent un peu moins sécurité. On sait qu'on repart, on a perdu du temps certes, mais que le chemin va être un peu plus dur encore. Donc la déception, elle est surtout là. De se dire que un tour du monde, c'est dur, et puis là, pour nous, pour le coup, ça va être encore plus dur. Timing respecté également pour Adagio. 24 heures après son arrivée au Cap, Eric signe lui aussi son retour en course. Le skipper finistérien a décidé de profiter d'un phénomène météo pour tenter de se catapulter sur l'autoroute des dépressions antarctiques. Mais la fenêtre est minime. Top départ! C'est parti pour l'océan Indien dans peu de temps. Franchissement du cap de Bonne-Espérance probablement cette nuit. Regardez-moi ces couleurs. C'est exceptionnel. Voilà, c'est impressionnant quand en aussi peu de temps on quitte le board short t-shirt de Capton et on retrouve le vent et le froid du sud. C'est bien, on fait de l'est à haute vitesse. L'air est très froid. On est à moins de 200 000 de la zone des glaces. Là, je suis en stress complet, je suis en fuite, mais il y a beaucoup trop de vent. Je
crois que je vais avoir un paquet de cheveux gris à l'arrivée. C'est quand même assez stressant ces bateaux, les sons, les bruits, les accélérations. Ça génère un peu de stress, d'anxiété. Éole se montre facétieux. Si le leader a avalé l'Indien à coups de grande cavalcade océanique, Anthony doit composer avec un paramètre inattendu dans ce coin du globe. Un pétole. Faut voir, ça tape. C'est pas très agréable. Quelques milles derrière, Eric apprend lui aussi à jongler avec les caprices météo. Alors après avoir poursuivi une dep, on fait route à l'est et on est poursuivi par le front chaud. Avec Anthony, on va essayer de chercher un train de dépression pour traverser tout l'océan Indien. Et en fait, le fait qu'on casse, on se déphase par rapport aux conditions. Ouais, le fait de s'arrêter, on est passé du mauvais côté de la dépression et forcément, on retrouve des vents qui viennent du sud, un peu plus froids, des vents beaucoup plus instables. Enfin, c'est pas du tout l'océan Indien que j'avais imaginé. Il y a l'Australie. Donc on vient de franchir la latitude ouest de l'Australie. Du coup, le cap Lewin. L'océan Indien derrière nous. Pacifique devant nous. Ça a une dizaine de jours pour aller au Cap Horn, si tout va bien. Mais tout ne se passera pas comme prévu pour Anthony, contraint de s'arrêter de nouveau. Un pit stop de plus en Nouvelle-Zélande, un foil de moins sur l'Ultime Actual. Le matin, le jour se lève et je vois un trou dans le bateau, quoi. Et qu'il fallait obligatoirement s'arrêter en Nouvelle-Zélande pour réparer avec l'équipe. Là, je m'étais effondré, j'avais appelé ma chérie et voilà, je me suis mis à pleurer. J'étais vraiment déçu. C'est le seul moment où j'ai un peu pleuré, hurlé et avoir un gros moment de détresse, enfin, de tristesse aussi profonde, d'énervement, d'agacement, un peu tout mélangé. Mais ça fait du bien aussi de temps en temps de relâcher un peu la pression. Voilà, faut pas tout retenir pour soi. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois sur ce tour du monde. 24 heures d'arrêt qui ont permis à Eric de se rapprocher du tableau arrière d'Anthony. Désormais, ces deux-là sont sans foil, à armes égales dans le Pacifique et loin de tout. Dans les 50e hurlants, l'isolement se fait criant. On a tous envie d'être un jour dans les mers du Sud ou en tout cas en train de faire un tour du monde, etc. Donc, oui, je suis chanceux parce que j'y suis, effectivement. Mais de temps en temps, on se dit que c'est pas... Mais qu'est-ce qu'on fout là quand même? Là, ça caille, il y a du vent, il n'y a rien autour. C'est pas que un peu stressant, c'est complètement stressant. On sent qu'on est un endroit sur la planète où il n'y a pas grand monde qui y vit, que s'il y a un problème, on n'ira pas te chercher d'un claquement de doigts. Et qu'il faut être encore plus focus sur le bateau. C'est un grand paradoxe, mais on n'est pas seul. Quand on parle de solitaire, souvent on fait l'amalgame avec la solitude, mais là, en étant connecté, on n'a pas de solitude. On a des caméras, on fait des lives avec nos partenaires, on fait tout ça. Gardez un peu de relation avec la Terre quand même. Pas Gran qui nous voyait les petites news de ce qui se passe à Terre. La victoire de Brest contre Marseille, deuxième place au classement. Des bains d'Inter, des choses tristes aussi. Voilà, tout ce qui se passe, continue de se passer dans votre vie pour les terriens. Les premiers tours du monde, c'est sûr qu'ils avaient zéro nouvelle de la Terre. Ils avaient du mal à donner des nouvelles à leur famille. Et puis surtout, leur course a duré 300 jours, quoi.
C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire en fait. 65 jours en mer, c'est déjà très bien. Je vais me préparer un chocolat chaud. Wouhou. Allez, charentaise et le feu, il n'y a rien de mieux. 15 jours après le passage du premier concurrent, voir le Horn est une délivrance. Capord, on arrive sur la chaîne de Patagonie. Dernier, mais heureux d'avoir été le plus rapide sur le Pacifique, Eric a grignoté son retard sur Anthony. Le passage du Cap Horn en soi, c'est un peu magique parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas vu la Terre. De voir la chaîne de montagnes de la Cordillère des Andes, revoir des oiseaux qu'on n'avait pas vus aussi depuis longtemps, voir un petit peu d'humanité avec le phare et quelques bateaux de pêche, c'est un peu émouvant parce que c'est le Cap Horn. C'est un endroit mythique pour toute son histoire et ça représente quelque chose dans la vie d'un marin. On passait presque ensemble le Cap Horn avec Anthony, ce qui est assez chouette quelque part. C'est un bon copain. On se retrouve là, on vit un moment unique dans l'histoire de la course au large. Une 4e place pour le moment et un 2e Cap Horn pour Anthony cette année. Un exploit qui démontre la ténacité du marin. Ah voilà, on aura fait 3 caps. Maintenant, on retourne maison. Une remontée qui s'annonce pas simple. Et voilà, mais il y aura du match avec Eric, donc ça c'est plutôt chouette. Du match race entre concurrents, pas de quoi effrayer ces deux anciens de la classe Figaro. Une classe réputée notamment pour ses batailles navales extrêmes. L'image date de 2011. Nous sommes à Port-la-Forêt où de nombreux marins ont obtenu leur galon de skipper professionnel. Anthony Marchand ne déroge pas à cette règle. Dans le berceau de la course au large, il va répéter ses gammes au milieu des grands de la planète voile, croiser déjà la route d'Éric Perron et s'imaginer un avenir. J'ai rencontré Yann Eliès, qui était grand marin, voilà, où j'avais beaucoup d'admiration. Et c'est vrai que ça m'a donné une petite étincelle en me disant, c'est vrai, voilà, on peut faire de la voile en notre métier. Et ça m'a donné envie de me lancer à fond dans ce sport. Une ambiance antillaise un petit peu particulière, on va parler cartes. Anthony et Eric vont s'affairer une dizaine d'années chacun dans cette classe Figaro. Une classe de besogneux où tout se mérite chèrement. La classe Figaro, c'est vraiment le passage obligatoire, je trouve. C'est l'école de la course au large, c'est aussi une école de la vie. Ces 10 années de Figaro, c'est ça qui m'a tout appris. Moi, je ne l'ai pas gagné. J'en rêve encore, je pense. C'est sûr que ça me trotte dans la tête parfois de dire « Allez, il faut que j'y retourne parce que il me manque ça ». La solitaire, c'est le Graal de la classe. Une course à étapes, des sprints de 3-4 jours où l'homme ne ménage jamais sa monture, des scénarios improbables, des météos capricieuses et des effets de manche où la faculté à se dépasser prime. Preuve en est, en 2019, au large de la côte normande. Premier, Anthony Marchand. Cette année-là, la 3e étape de la solitaire va se jouer ici, à la renverse de marée. C'est ce que l'on appelle un passage à niveau. Anthony va s'y glisser avec 2 autres marins. Le reste de la flotte et Eric vont s'y morfondre pendant des heures. Ça fait presque 8 heures qu'on est dans les alentours de Aurigny. On a loupé la marée. Solitaire. Et ben c'est bâché pour cette année. Cette course, elle est dingue parce que tu peux faire partie de la légende parce que, en un clin d'œil, parce que tu es passé à un bon endroit et ça y est, tu as fait le job et ça y est, tu as mis des points. Ou, comme moi, juste derrière Anthony,
à ce moment-là, où je ne passe pas au Régny et lui, il me met 10 heures dans la vie, ou voire, je ne sais même plus, 16 heures. Donc en fait, c'est hyper frustrant. Tu passes de héros à loser. Et la flotte ne les reverra jamais. Anthony sort du brouillard en tête et signe là sa 3e victoire d'étape sur la solitaire. Depuis leur début de carrière, les sillages de ces deux-là n'ont de cesse de se croiser et de se recroiser. Sur l'étape suivante, c'est Eric qui s'impose enfin, 13 ans après sa première participation. C'est un super apprentissage parce qu'en gros, ça nous apprend à être teigneux, persévérant. Tant que tu n'as pas coupé la ligne d'arrivée et qu'elle n'est pas coupée et passée, rien n'est joué et tout peut arriver. Et ta course, elle n'est pas finie. Et je pense que c'est indispensable d'avoir cet état d'esprit-là sur un Tour du Monde. Et après la course la plus dure en solitaire, pourquoi ne pas s'attaquer à la course la plus dure en équipage? C'est chose faite dès 2015 avec de multiples embarquements sur la Volvo Ocean Race. Je sais pas pourquoi on fait ça. On aime se faire mal, c'est juste ça. Il faut être un petit peu sadomaso pour faire de la course au large. Ça fait du bien de se faire mal. Et quand tu rentres à la maison, tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi tu reviens. Voilà, tu sais pourquoi tu pars, mais tu sais pourquoi tu reviens. Quand je regarde dans le rétroviseur et que je me dis tout le parcours que j'ai fait pour en arriver là, en fait, c'est une multitude de petits enchaînements qui, en fait, construisent un rêve. Et ce rêve devient une opportunité qu'il faut saisir. C'est pas en restant dans son canapé qu'on va développer des compétences. Il faut oser, il faut faire et passer à l'action. On est dans le front chaud, dans la brume des 50e hurlants. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. On est bientôt au large de l'Argentine. Dans la boucaille, bien gris autour de nous. Après presque 50 jours seul en mer et encore 6000 milles à avaler, la remontée de l'Atlantique Sud s'avère piégeuse et mal pavée. Ça met de la buée sur les caméras. Éreintante, elle met les nerfs des hommes à rude épreuve. Tout va bien, il y a 7 nœuds de vent, j'ai la plus grande voilure possible sur le bateau. Puis d'un coup, on ne l'avait pas vu venir, je me retrouve dans 35 nœuds de vent, surtoilé. Et là, il faut manœuvrer vite. Et je suis en danger en fait, clairement, je me sens en danger. La première fois, je me sens aussi vulnérable. J'ai au moins 3 jours à me remettre. Mal au bras. Pour venir coller à 20 nœuds là, fait chier. Moi, très vite, je me dis, c'est dur, mais j'ai choisi d'une part. Et du coup, je pense, c'est con, mais c'était mon petit médicament quand c'était dur. Je pensais aux gens qui souffraient vraiment, qui sont dans une situation de survie et qui ne l'ont pas choisi. Et ça m'aidait à me dire, eux, ils sont vraiment dans la merde. Moi, j'ai pas le droit de me plaindre. C'est le jour. Et voilà, donc la course ne s'arrête pas, même la nuit. On continue d'essayer de régler le bateau, de changer les voiles, de faire avancer le plus vite possible. Toute la nuit, il va falloir réduire. Je pense qu'on a une quinzaine, vingtaine d'heures un peu velues, et puis après ça devrait aller mieux. Faut le voir pour le croire. Les bateaux de pêche. En se rapprochant des côtes, il y aura des pêcheurs, il y aura un peu de tout, quoi. Des plateformes pétrolières le long du Brésil. Voilà, il faudra commencer à être beaucoup plus vigilant sur les piétons qu'on peut croiser sur la route.
Des piétons et un concurrent sérieux. À la faveur des aléas météo, Éric Perron est revenu du Diable Vauvert. Mon petit copain et concurrent Éric Perron n'est pas très loin derrière. La situation météo est faite que logiquement on devrait se retrouver bord à bord le long du Brésil. Donc on va dire qu'on va retrouver un compagnon de route, un concurrent, et ça va régater au contact sûrement jusqu'à l'arrivée, j'espère. Le bateau qui est devant moi, c'est pas juste un concurrent lambda, c'est Anthony, c'est à la fois mon pote, donc forcément il y a une petite rivalité entre nous. C'est un jeu du chat et de la souris qui s'engage sur la remontée de l'Atlantique. Loin devant, le vainqueur a déjà rejoint Brest. Mais ces deux-là vont devoir prendre leur mal en patience. Bon, Charles est arrivé, mais pour nous la course continue. Comme vous pouvez le voir, ça fait plus de 24 heures. On est dans des conditions très calmes. C'est un peu un trou sans vent pendant une semaine. Donc Eric va forcément revenir avec moi et se retrouver aussi dans ces conditions-là. Au moment où Eric revient, je le vis bien. Je le vis bien tant qu'il reste derrière. C'est un peu ça. À ce moment-là, je suis content. Voilà, ça remet du... Je sais que les conditions météo vont faire qu'il va revenir de plus en plus, tout le long, la remontée le long du Brésil aussi. On se rapproche vraiment d'Anthony. À un moment, on visait un peu moins de 100 000. 100 000 en ultime, c'est quelques heures. S'il était passé devant, je pense que à ce moment-là, j'aurais été hyper déçu. Et voilà, il aurait fallu quand même se mobiliser pour le repasser. Je te laisse tranquille pour un peu moins de 24 heures, là, tu vas pouvoir t'échapper. Je suis vraiment généreux. Hein. Générosité ou fatalité, c'est selon. Le poteau noir est un juge de paix inflexible. Anthony va conserver son avance et s'extraire de cette zone de vents erratiques. Pour Eric, le rideau vient de tomber. Voilà. Prendre son mal en patience. En tout cas, il y a un beau spectacle. Il faut des moments pour soi quand même. Il faut essayer d'oublier un peu la course. Tu profites de ce lever de soleil, d'être à 100% dans la course pendant 64 jours. Et enfin, voilà, tu tiens pas et tu es obligé d'avoir quelques petites secondes, des petites minutes de temps en temps où tu réfléchis à qu'est-ce que tu fais en rentrant. Et le retour, justement, il est temps de s'y préparer. Les autres concurrents ont déjà posé sac à terre. En mer, il ne reste donc qu'Anthony et Eric. Après plus de 2 mois, seuls autour du monde, les voilà qui pointent enfin leurs étraves vers la cité du Ponant. Le bateau et moi, on commence à avoir hâte d'arriver à Brest. La petite odeur d'entrecôte frite commence à se faire sentir. Ça reste pas anodin de faire 62 jours de mer en ultime. C'est quand même des machines qui sont fabuleuses. 15h08 21 pour actuel leader. Bravo Anthony. Le 11 mars, 64 jours après avoir quitté Brest, après avoir avalé 3 caps mythiques, après avoir tourné autour de la planète, Anthony a donc relevé le défi en arrivant 4e de cette course. Le but, c'est surtout de finir ce tour du monde. J'aurais été extrêmement déçu de ne pas arriver à Brest, de ne pas vivre ça, de vivre au moins une fois dans ma vie c'est une arrivée de course comme ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui reste aggravé, je pense, dans tes esprits. Et voilà, peu importe, 5e, 4e, 3e, voilà, c'est sûr que le but, c'est toujours de faire le mieux possible. Mais bon, non, je suis content de cette 4e place. D'avoir fait ce tour du monde en 64 jours. C'était plus long que prévu, mais par contre, c'était 64 jours d'entraînement pour le prochain. Quelques dizaines d'heures plus tard, c'est Éric Perron qui se présente face aux côtes bretonnes. On est en train de passer pour la 2e fois le cap le plus important, c'est la Pointe du Raz. Voilà, ça conclut ce fameux tour du monde en solitaire, en ultime. Terminé, l'intensité du large, l'Everest des mers est gravi,
le défi relevé en 66 jours pour Eric. D'un coup, la pression est tombée complètement, le stress est tombé et je me suis presque effondré parce que, en fait, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ça fait 66 jours que le stress pèse sur toi, quoi. Et là, c'est un peu fort. Je suis assez fier d'avoir fait ce tour du monde et d'être le 11e homme à avoir tourné autour de la planète en solitaire et en ultime. C'était pas impossible parce que d'autres l'ont fait avant, mais c'était engagé. Il faut forcément être insouciant, inconscient pour faire ce genre d'exercice. Puis plus on dit mais non, mais c'est sûr, c'est pas faisable, vous allez tous chavirer, ça donne encore plus envie d'y aller.